Audi Actu sur Radio Victoire. Actualité, débat, intervention par téléphone. C'est tous les jours à partir de 7h. Sur la fréquence magique, la 96.3 FM. Audi Actu. Audi Actu, vous y êtes et nous y sommes. Premier rendez-vous de cette nouvelle semaine et nous sommes lundi 11 janvier 2021. Madame, Monsieur, cette formation politique, l'Alliance nationale pour le changement, parti de M. Jean-Pierre Fabre, était aux dernières élections présidentielles avec 4%. À la fin, ce que le parti n'a toujours pas digéré, ne croit même pas à ce chiffre. Mais aujourd'hui, quelles sont les nouvelles perspectives de cette formation politique par rapport aux joutes électorales prochaines dans le pays? Quelle lecture fait le parti, grosso modo, de tout ce qui se passe dans notre pays, le Togo? Voilà pourquoi nous avons invité ce matin pour vous, Monsieur Théophile Éric Dupuis, qui est le conseiller spécial de Monsieur Jean-Pierre Fabre, président national de l'ANC. Monsieur Dupuis, encore une fois, bonjour. Monsieur Aguetine, bonjour. Alors, qu'est-ce qui vous a le plus marqué durant l'année 2021, qui vient de rentrer dans l'histoire? Je pense que tout le monde l'a dit, et tous les Togolais savent exactement ce qui s'est passé. D'abord, l'année 2020 a été l'année de la pandémie. Oui. La Covid-19, qui fait des ravages dans le monde entier. Tout à l'heure, vous donniez les chiffres concernant le Togo. Pour notre petit pays, c'est beaucoup. Oui. Il y a 72 morts. 72 morts. Il y a eu des gens que nous connaissons, qui ont été proches de nous. Par exemple, l'ancien ministre André Johnson. André Johnson, qui était un ami, donc qui a laissé sa vie. Il y a d'autres personnes également que nous connaissons. Donc, nous ne pouvons pas banaliser cela. Et je saisis l'occasion pour demander à nos concitoyens de respecter les mesures barrières. Ce n'est pas du bluff, c'est de la sincérité. Ce n'est pas seulement au Togo où on exige les mesures barrières, ce n'est pas seulement au Togo qu'on exige de se laver les mains, de porter des masques. Partout dans le monde, c'est le cas. Et dans d'autres pays, c'est encore beaucoup plus rigoureux que cela. Donc j'invite tout le monde à respecter cela. Il y va de notre santé et vivement que très rapidement, nous ayons la possibilité de nous faire vacciner au Togo. Ceci étant dit, je vais lier à cela également, puisque le président national Jean-Pierre Fabre y a fait allusion dans son message à la nation, c'est les décès dus aux forces de l'ordre lors des couvre-feux, notamment en avril dernier. Il faudrait éviter que ces mesures de protection des populations entraînent des morts. Des morts gratuites. Et jusqu'à aujourd'hui, aucune enquête n'est diligentée et les assassins n'ont jamais été nommés, arrêtés et emprisonnés. Et ça, il faut que cela cesse aussi. Parce que le peuple souffre, les populations souffrent suffisamment pour que les forces de l'ordre rajoutent encore des morts. Donc, vous insinuez la fin de l'impunité? Je n'insinue pas, je demande que l'impunité soit bannie dans notre pays. Tout à l'heure, vous parliez de vos confrères Carlos Quetao, on y reviendra tout à l'heure. Monsieur Haïté, mais il faut arrêter d'instrumentaliser la justice. Il faut arrêter d'instrumentaliser l'armée, les forces de l'ordre. Nous en parlerons tout à l'heure, parce que c'est ça le vrai problème. Les populations souffrent tous les jours dans leur vie quotidienne et il ne faudrait pas que les forces de sécurité en rajoutent encore à ces souffrances. Heureusement que pour la deuxième vague, si je peux le dire ainsi, de confinement ou bien de couvre-feu, tout était visiblement exemplaire selon la CNDH. Écoutez, nous espérons que cela continue. Bon, le couvre-feu s'est arrêté depuis début janvier, mais nous demandons toujours qu'il faudrait que les forces de sécurité, celles qui ont pour mission de protéger les populations, protègent réellement les populations et non briment les populations ou tuent les membres de ces populations-là. Ce n'est pas la première fois, ce n'est pas la deuxième fois, ce n'est pas la troisième fois, mais il faut que cela cesse à un moment donné.
Et nous, à l'ANC, nous l'exigeons, nous le demandons à chaque fois que l'occasion nous est donnée. Ça, c'est sur le plan sanitaire. Ça, c'est sur le plan humain, le plan et droit de l'homme. Maintenant, ce qui nous a marqué, vous l'avez dit dans votre introduction, c'est la présidentielle du 22 février dernier, qui a été tout, je dis bien tout, sauf une élection. J'ai eu à le dire. Tout sauf une élection. Sauf une élection. Pourquoi dites-vous cela? Mais parce qu'on a atteint un niveau de fraude que le Togo n'avait jamais connu par avant. Vous savez, quand on chasse les membres de l'opposition des bureaux de vote, au su de tout le monde, sans que la police n'arrête les gens, sans qu'on s'inquiète de cela, je trouve que c'est grave. Quand on a dans les urnes plus de bulletins que le nombre d'inscrits, il y a de quoi s'interroger. On a l'impression que cette élection-là, cette présidentielle-là, ça a été du cinéma, un semblant d'élection qui ne représentait rien. Les résultats, vous vous souvenez, Monsieur Agbetim, que même la Cour constitutionnelle est revenue 3 fois sur la proclamation des résultats. Une Cour constitutionnelle qui est censée avoir analysé, avoir vérifié les données avant la proclamation, proclame, revient là-dessus, reproclame, revient là-dessus. Où sommes-nous? Oui, mais qu'est-ce que cela voudra signifier? Cela voudra signifier tout simplement que rien n'a été fait, on a inventé, on a donné des chiffres, et après on s'est rendu compte que ces chiffres n'avaient pas de cohérence en soi. Donc on essaye de colmater, de réajuster pour donner une certaine... Non, mais l'erreur est humaine, M. Dupuis. Mais monsieur, quand vous dites que l'erreur est humaine, je suis d'accord avec vous, M. Agbetim, mais dites-vous que les bulletins de vote ont été vérifiés en principe d'abord dans les bureaux de vote, ensuite dans les CELI, ensuite par la CENI, et que la haute cour, que la Cour constitutionnelle aussi, aurait vérifié, aurait vu, analysé les chiffres avant de les proclamer. Et malgré tous ces niveaux de vérification et de certification, on arrive encore à 3 couacs successifs en moins de 3-4 jours. Au niveau de la Cour constitutionnelle? Au niveau de la Cour constitutionnelle. Nous l'avons d'abord fait remarquer avant même la proclamation par la Cour constitutionnelle, l'incohérence qu'il y avait dans les résultats. La Cour constitutionnelle a donné le premier résultat. Nous avons soulevé immédiatement l'incohérence dans ces résultats. Le lendemain, ils ont sorti un autre. Nous avons dénoncé. Mais c'est quoi? Nous n'avons pas des gens qui puissent compiler. Oui, mais qui a piché sur toute la ligne? Non, peut-être les membres du bureau? Ou bien pas. Au niveau de la CELI, au niveau de la CENI, ou peut-être c'est la Cour constitutionnelle qui n'a pas eu le temps suffisant ou suffisamment nécessaire pour pouvoir bien analyser les chiffres. C'est tout le processus électoral qui est biaisé. Rien n'a été fait pour la transparence de cette élection. Tout a été fait dans le but de frauder, d'organiser une mascarade d'élection. C'est ce que nous dénonçons. C'est pour ça que nous disons que pour nous, à l'ANC, il n'y a pas eu d'élection. Il n'y a pas eu d'élection? Non. Oui, mais si c'est que l'ANC avait été crédité, du moins, c'est avec les taux qu'on lui connaît dans le passé, dans les dernières élections. Mais nous avons le même langage? Nous l'aurions dit. Vous savez, nous avons toujours dénoncé. Mais vous vous rappelez, en 2015, nous avons sorti un rapport pour dénoncer toutes les failles qu'il y avait dans le processus électoral. Souvenez-vous, nos collègues à la CENI ont sorti les vrais résultats d'après eux. Ils ont fait une conférence de presse. Mais nous sommes transparents. Nous exigeons la transparence. Et nous l'avons toujours fait. En 2010, nous avons fait la même chose. Nous avons sorti un mémorandum qui a repris bureau de vote par bureau de vote, là où il y avait des fraudes, toutes les analyses. C'est là, le mémorandum est là, nous pouvons vous le montrer demain. Ce n'est pas coup par coup. Nous le faisons systématiquement. Mais cette fois-ci, rappelez-vous, le jour même, au soir
de la clôture des votes, nous avons sorti un communiqué qui a été clair. Bon, cela a été un peu traficoté par certains esprits mal pensants. Ah oui, quand vous aviez dit que le candidat de la DMK et le candidat de l'UNIS étaient en avance. Voilà. Alors ça a été transformé. Bon, ça, je ne veux pas. Oui, ce n'est pas là le débat. Oui. Je ne veux pas revenir là-dessus. Après, nous avons sorti un autre communiqué qui précisait le niveau des fraudes. Et le troisième, le quatrième. Et au quatrième, nous avons dit que compte tenu des résultats, compte tenu de la structure des résultats que nous avions en notre possession, on ne peut pas dire que telle personne ou telle personne est gagnée et que la seule solution pour notre pays, c'est de reprendre cette consultation. Oui, mais quand même, on pourrait vous poser la question, bien vous jeter à la figure sur quoi vous vous étiez basé avant de donner une appréciation de grande ampleur au premier communiqué. C'est tout simplement parce que nous avions des bulletins. Nous avons collecté des bulletins. Je ne vais pas vous mettre ici, vous exposer tout ce que nous faisons, mais quand nous avons vu les éléments que nous avions en ce moment-là, en notre possession, nous disons, voilà, si il devait y avoir un deuxième tour, voilà les deux partis qui seront au deuxième tour. Point final. Et ça aussi, c'est une capacité de l'ANC à démontrer son fair play. Nous disons, au vu des éléments que nous avons aujourd'hui en notre possession, voilà ce que ça semble donner. Mais nous n'avons jamais dit que telle personne a eu tant pour cent, telle personne a eu tant pour cent. Nous n'avons jamais dit cela. C'est une tendance à 20 heures, c'est-à-dire quelques heures après la clôture, ça ne peut être qu'une tendance, ce n'est pas un résultat que l'ANC avait donné. Alors, nous allons revenir un petit peu au niveau politique ou bien sûr la situation politique dans le pays. Mais ces derniers temps, les journalistes sont convoqués en cascade au niveau du SCRIC. Et vous avez suivi dans le journal certainement les réactions des organisations de presse unanimement et d'autres qui sont même allés voir la HAC et le PPT qui s'insurge vigoureusement contre les manœuvres donc du SCRIC et estime même que c'est attentatoire à la liberté de presse au Togo. Monsieur Dupuis, vous êtes responsable au niveau de la communication de votre formation politique. Quel regard jetez-vous sur tout ce qui se passe avec les médias? Un regard très 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 critique. Et d'ailleurs, nous l'avons dit dans notre communiqué, lors de l'arrestation de votre confrère Carlos Quito, nous avons condamné cela fermement. Et nous avons condamné l'instrumentalisation de la justice par le régime en place. Parce que c'est ça la vérité. Aujourd'hui au Togo, toutes les institutions sont instrumentalisées par le régime RPT-UNIR. La justice est instrumentalisée, les forces de défense et de sécurité sont instrumentalisées, tout ça dans le but d'empêcher vous, journalistes, de vous exprimer librement. Vous vous souvenez que dans ce pays, des radios ont été fermées? Oui. Pas une, pas deux. Des radios les gens, ils ont été fermés. Voilà, ont été fermés pour des raisons que jusqu'à présent, nous ne connaissons pas. Mais on oublie que ces radios, ces journaux qu'on ferme, ce sont des vies qu'on gâche parce que M. Keteou est chef d'entreprise. Avec son travail, il se nourrit. Il nourrit sa famille. Il nourrit les familles de ses collaborateurs. Ses employés. Et on décide comme ça, pour des raisons totalement inconnues, puisque jusqu'à aujourd'hui, moi je ne connais pas la raison. En tout cas, le CACI disait la dernière fois qu'on ne connaît pas encore le plaignant par rapport à l'article incriminé. Nous ne connaissons pas. Vous savez, la justice d'un pays se rend au nom du peuple. Oui. Hein? La justice se rend au nom du peuple. Au nom du peuple togolais, qu'on enlève le droit de travailler à un Togolais,
il faut que nous soyons informés. Avec des arguments solides? Avec des arguments. C'est-à-dire qu'il faut que cette justice nous apporte les éléments du plaignant et le contenu du dossier qui amène jusque-là. Qui, au Togo, sait ce qui s'est passé réellement dans l'affaire de M. Carlos Koutaou? Personne. Bon, le plaignant, c'est le ministère public. Ah bon? Vous le savez, vous? Mais ils ne l'ont pas notifié, Tout à l'heure, c'est le paquet qui convoque. Tout à l'heure, vous me disiez que le SCRIC, le SCRIC aurait envoyé une convocation à M. Haïté, et après, sur instruction de la hiérarchie, on retire cette convocation. Mais diantre, ce n'est pas possible. Le SCRIC est un élément de la gendarmerie, c'est une structure hautement hiérarchisée. Avant qu'une convocation ne soit envoyée, c'est une hiérarchie qui donne l'autorisation à ce que ça soit envoyé. Le SCRIC n'est pas autonome. Il y a quelqu'un qui a donné l'ordre. Oui, ils sont quand même un démembrement ou un détachement quand même du tribunal, étant donné qu'ils sont des officiers de police judiciaire. Oui, donc c'est un officier qui a pris la décision. Bien. Et quelle est la hiérarchie après qui vient? C'est le ministre. Et vous voulez parler de l'indépendance de la justice? Soyons sérieux. Donc on devait aller au bout de cette convocation? Non, c'est-à-dire que dans la mesure où on me dit qu'il y a la hiérarchie qui demande à ce que on reprenne la convocation, c'est qu'il y a un problème. Quelque chose n'a pas bien marché au départ, avant l'envoi de la convocation. Soit on va plus vite que la musique, soit il n'y a même pas de raison d'envoyer la convocation. Voilà le problème qui mine notre pays. Voilà le problème qui mine notre pays. C'est-à-dire que tout va dans tous les sens. Rien n'est contrôlé, rien n'est fait de manière intelligente, rien n'est fait de manière responsable dans notre pays. Tout à l'heure, je parlais des personnes qui ont été assassinées pendant le couvre-feu du mois d'avril. Jusqu'à présent, on n'en sait rien. On va aller plus loin. Peut-être l'enquête est en cours. On va aller plus loin. En 2013, janvier 2013, ça va 13 janvier bientôt. Oui. Mais des gens ont été arrêtés dans ce pays. Aujourd'hui même, lundi, je crois, voilà, c'est le 11 janvier que le marché de Lomé a été brûlé. Voilà, pour les incendies à Kara et à Lomé, moi-même j'ai été inculpé. Monsieur Yakanou est mort en prison. À cause de cette affaire. À cause de cette affaire. Sa femme vit toujours, ses filles vivent toujours. Quand est-ce que justice leur sera rendue? Les enfants ont le droit de savoir ce qui s'est réellement passé avec le papa? C'est tout à fait normal. C'est tout à fait normal. Une telle accusation qui pèse sur un homme jusqu'à la fin de sa vie, moi j'aurais été à la place des enfants, je creuserais ciel et terre pour savoir la raison pour laquelle mon père est décédé. Jean-Pierre Fabre, président de l'ANC, est toujours sous inculpation. Menti. Il était inculpé même au moment où il était chef de file de l'opposition. Mais je vais même plus loin. Monsieur Fabre, quand il était député, président du groupe parlementaire UFC, un gendarme lui a asséné un coup dans le dos, le blessant grièvement. Il a saisi la justice. Jusqu'à aujourd'hui. Au niveau de l'église méthodiste Salem de Hanoukope. Tout à fait. Jusqu'à aujourd'hui, on n'a pas rendu justice à M. Fabre, président du groupe parlementaire. Donc la justice fonctionne de manière bizarre. Oui, mais quand même, elle est en modernisation, s'il vous plaît, M. Dupuis. Est-ce qu'il ne va pas falloir un peu de temps avant que les bonnes écrous soient sur les bonnes rondelles, etc.? Oui, je le souhaite vivement, mais je vous dis que le Togo est indépendant depuis 1958, pour ne pas dire depuis 1960. Et que le régime RPT est au pouvoir depuis pratiquement 1960. On dit 67, mais je dis pratiquement depuis 1963. Et depuis là, que vous êtes seul au pouvoir, sans aucune alternance possible. Et c'est maintenant, et pour M. Fogna Sibé, qui est au pouvoir depuis 2005, c'est en 2021 qu'il se rend compte que la justice ne fonctionne pas dans notre pays. Il ne l'a pas dit. Mais je réponds à votre question. Vous me dites il faut les écrous, il faut... Oui. Oui, donc on a mis tant de temps pour trouver des écrous. Je suis un citoyen togolais, je m'interroge. Quand quelque chose ne va pas dans mon pays,
je suis en droit de le dire. D'accord. Parce que c'est dans l'intérêt de nous tous. Nous sommes tous justiciables. Demain, qu'on soit au pouvoir, qu'on soit de l'opposition, nous sommes tous justiciables devant la loi. Pour l'instant, ce n'est pas ce qui est appliqué au Togo. Si vous n'êtes pas au pouvoir, vous risquez plus que si vous êtes au pouvoir. Et quand vous êtes au pouvoir et que vous faites quelque chose, on vous dit ce que vous faites n'est pas bon, c'est vous qui allez devant la justice. C'est ça la réalité de notre pays. Mais quand même, on a souvent dit à ce dossier que la roue de l'histoire tourne. Et parfois, on peut être aussi victime de ce qu'on a appliqué hier à un tiers ou bien peut-être... Prions Dieu qui veuille tous nous absoudre. Et donc, qu'on puisse faire les choses dans les règles de l'art. Bien sûr, qu'on respecte tout simplement ce pays, qu'on respecte tout simplement ce peuple, et qu'on puisse aller de l'avant. Parce que quand on écoute le président, le chef de l'État, dans son dernier discours à la nation, il parle de la cohésion nationale. Oui, il a parlé justement de la cohésion nationale. Il a remercié Dieu pour l'élection qui a été organisée. Or, dans sa bouche, c'est un 20 mots. 20 mots, pourquoi? C'est un 20 mots. Oui, mais pourquoi? C'est-à-dire ça n'a pas de sens, c'est creux. Parce qu'il sait très bien qu'il n'y a pas de cohésion nationale. S'il y avait de la cohésion nationale, est-ce qu'on aurait ces problèmes de refus d'alternance politique depuis tant d'années? S'il y avait... Ce sont les populations qui plébiscitent celui qui est au pouvoir pour l'instant, M. Dupé. Alors, donc ce n'est qu'un moment où vous serez au pouvoir qu'il y aurait alors la cohésion nationale? Monsieur Adbetine. Oui, allez-y. Monsieur Adbetine. Allez-y. S'il y a eu des discussions sous l'égide de la CEDEAO en 2018, c'est qu'il y avait un problème. Oui, au moment de la C14. Si aujourd'hui, on parle encore de discussions possibles avec le régime pour des réformes en profondeur, c'est qu'il y a un problème. La cohésion nationale n'existe pas. S'il y avait une cohésion nationale, est-ce qu'il y aurait eu autant de personnes qui auraient boycotté la dernière élection présidentielle? Oui, il y a un problème. Les gens n'ont pas confiance. Les gens ont faim. Tout à l'heure, je vous parlais des gens qui ont été assassinés par les forces de l'ordre. Est-ce que c'est l'image d'une cohésion nationale? Moi, en tant qu'observateur politique, je dis que non. Et quand on écoute M. Fogna-Sibé, on a l'impression d'avoir déjà entendu tout ce qu'il a dit. C'est soit ceux qui écrivent son discours n'ont pas assez d'imagination pour essayer d'observer, soit il dit bon, il faut le faire, on reprend la même chose de l'année dernière, on corrige quelques trucs, on balance à ce peuple, parce qu'il faut dire aussi que pendant longtemps, il ne s'adressait même pas aux populations. Maintenant, on s'adresse des dates décalées. Maintenant, on s'adresse aux populations. Ressortez-moi ce que j'ai dit l'année dernière, là, on va buffer, on va relire ça, c'est tout, c'est-à-dire que c'est un manque de respect pour ce peuple. Donc, le discours du chef de l'État n'était pas en phase avec la réalité que nous vivons? Totalement. Non, mais quand même, il a parlé, bien sûr, plantant le décor avec le remerciement à Dieu par rapport aux élections. Et puis, revenu amplement sur le Covid-19 avant de pouvoir évoquer la cohésion nationale. Mais la Covid-19, moi aussi, j'ai parlé de la Covid-19 tout à l'heure. Je ne suis pas chef d'État. Je ne suis pas chef d'État, j'en ai parlé. Avec conviction, peut-être plus de conviction que le chef de l'État lui-même. Ah bon? Mais oui, parce que je connais des gens, je vis dans le Machère, je connais des gens qui ont eu la Covid. Et je sais de quoi je parle. Alors, M. Dupuis, que nous parlions tout à l'heure de la justice, vous l'avez évoqué, mais comme nous sommes sur un terrain politique dans les messages de vœux, votre président national, M. Jean-Pierre Fabre, en a fait aussi, mais revenons un peu sur le cas de M. Gilchrist Olympio, qui est l'actuel chef de file de l'opposition. Il a dit, par rapport à la cohésion nationale, il encourage le gouvernement et vous, les acteurs politiques, à cultiver l'esprit pacifique et à tout mettre en œuvre pour des élections paisibles, non seulement paisibles, mais transparentes, crédibles et puis acceptables pour tous. Qu'en dites-vous? Je ne sais pas ce que M. Gilchrist Olympio entend par pacifisme. Le Togo n'est pas en guerre, à ce que je sache. Je ne comprends pas le sens de ce qu'il a voulu dire. Élection pacifique.
Ah bon, ce qui s'est passé tout dernièrement, est-ce qu'il y a eu des morts, est-ce qu'il y a eu des blessés? Je crois qu'il est dans un rêve passé et qu'il n'arrive pas à actualiser les choses. Vous savez, le prisme à travers lequel on voit l'actualité est peut-être différent. Hein? Donc, je ne veux pas revenir là-dessus. Maintenant, tout à l'heure, je vous disais que... Il a aussi souligné quand même qu'il faut éviter des conflits politiques à travers le dialogue politique permanent. Il y a un dialogue politique permanent au Togo? C'est ça le problème. Il suggère cela. Non, mais est-ce qu'il y en a? Monsieur Jean-Pierre Fabre a écrit au chef de l'État à plusieurs reprises, depuis qu'il était chef de file de l'opposition jusqu'à il n'y a pas longtemps, pour rencontrer le chef de l'État, pour parler, pour avoir un dialogue franc. Mais il n'a jamais été reçu. Quand on était avec la CEDEAO, on a voulu un dialogue franc. Moi, j'ai pris part aux séances préparatoires. Hein. Tout ce qu'on a voulu faire pour avoir un cadre transparent et ouvert pour des élections crédibles, tout cela a été balayé. Et c'est parce que ça a été balayé que M. Gilchrist Olympio se retrouve aujourd'hui chef de file de l'opposition. Ah oui, c'est parce que vous avez boycotté, les législatives de décembre 2018. Merci, M. Agbetim. Puisque nous avons boycotté, il y a d'autres personnes qui ont été nommées à notre place. Nommées, non, mais élues, puisque la nature est en horreur du vide. Ils ont été nommés tout simplement puisque les conditions de ces élections n'étaient pas transparentes ni suffisantes. Raison pour laquelle nous avons choisi de ne pas y participer. Donc, ne refaisons pas le chemin à l'envers. Maintenant, il y a une chose aussi qu'il ne faut pas oublier, et Jean-Pierre Fabre l'a dit dans son discours, c'est que l'année 2020 a connu quelque chose d'unique, c'est la quasi-disparition de l'opposition. Oui. Et ça, c'était quelque chose d'assez grave. Que tout le travail que l'opposition démocratique avec les populations togolaises ont fait pendant des décennies, patatras, on a mis un coup de pied dedans. Ce que le RPT, UNIR, cherchait à faire depuis des années, nos propres amis l'ont fait à sa place. Comme C'est comme ça, vous le voyez? Comme dirait Don Diègue, œuvre de tant de jours en un jour effacé. Œuvre de tant de jours en un jour effacé. Et vous vous êtes posé la question quand cela est dû? Puisque vous citez votre président national, c'est en ce moment il a parlé des fossoyeurs de la lutte. Tout à fait. Oui. Qui nomme-t-il fossoyeurs de la lutte? Monsieur Agbetim, oui. Vous voulez que je le dise? Si je le dis, on va dire que voilà la polémique encore. Je ne veux pas polémiquer. Nous savons tous qu'il y a notre aîné, Monseigneur Koudjou, qui a fait beaucoup de mal à toute l'opposition. Beaucoup de mal à toute l'opposition. Par ses interventions, par ses agressions, par ses mensonges. Nous lui avons même écrit. Nous avons écrit à l'Église catholique pour l'amener à la raison. Cela ne se fait pas. Et puis... Donc tout ce qu'il a dit, il n'y a aucune part de vérité dans tout ce qu'il a dit. Aucune part de vérité. Aucune part de vérité. Je dis bien aucune part de vérité. Oui, mais est-ce que les propos de Monseigneur Kodjo vous ont quand même poussé à faire une autocritique, à s'interroger, à se dire, est-ce que vraiment il est en train de toucher du doigt un certain nombre de choses que nous devons nous reprocher? Mais je vous dis que tout ce qu'il a dit est faux. Tout ce qu'il a dit est faux. Mais d'autres personnes sont revenues sur des histoires de 30 millions. D'autres personnes ont dit la vérité. Que Jean-Pierre n'a même pas vu l'argent. Les histoires de poi. Mais c'est une pure invention. Mais dire que Jean-Pierre est un traître, Judas, à l'église, moi je suis chrétien, je suis catholique. Mais Jean-Pierre Fabre est père de famille.
il a de l'honneur, il a de la dignité. Vous savez, Jean-Pierre Fabre est protestant. Oui. Pratiquant. Sa femme est catholique. Mais ses 2 enfants ont été baptisés à l'église catholique par Monseigneur Kodjo, parce qu'ils étaient amis tous les 2. Et qu'est-ce qui a pu se passer jusqu'à ce que ces propos que vous taxez d'exorbitants ou de non, mais ça, on ne va pas s'éterniser sur lui. Et puis, il y a d'autres. Il y a d'autres. Oui, mais finalement... Vous savez, la politique togolaise est quelque chose d'assez bizarre. Assez bizarre. À telle enseigne qu'aujourd'hui, l'ANC, sortant de son conseil national, a décidé de désormais de ne travailler que dans la rigueur et dans la transparence. C'est-à-dire savoir avec qui nous allons travailler. S'il y a un doute quelconque sur les objectifs, nous ne travaillerons pas avec les gens. Mais si nous avons des objectifs communs et que nous avons réfléchi ensemble que tout soit honnête et franc, nous travaillerons. Oui, mais finalement, est-ce que cela ne voudra pas dire que vous vous dites que vous êtes blanc et les autres peut-être ont des choses à se reprocher? Je n'ai pas dit cela. Oui, mais c'est ce que cela laisse transparaître. Non, je n'ai pas dit cela. J'ai dit, travaillons dans la transparence. Oui. Disons-nous la vérité. Disons-nous la vérité. Quand on dit, nous allons travailler ensemble, nous allons mettre ensemble nos moyens pour organiser des manifestations, pour obtenir, comme le faisait la C14, le retour à la Constitution de 92, on n'a pas dit que nous mettons ensemble le choix d'un candidat unique. Ça ne veut pas dire que nous avons choisi de faire ensemble une campagne commune. Hein? C'est pour ça qu'il faut de la transparence, de la rigueur dans ce que nous voulons faire ensemble. Oui, mais est-ce que vous avez eu à tracer ce chemin ou bien à mettre les choses sur le papier? Mais on a mis des choses sur le papier, mais après, ces choses-là ont totalement été dévoyées. Mais ce qu'on a mis sur le papier est simple. Hein. On est ensemble pour obtenir le retour à la Constitution de 92. Point final. C'est pour ça que nous nous sommes réunis. Et cet objectif n'a jamais été atteint et finalement le groupe s'était disloqué. Donc, oui, mais l'opposition, durant 30 ans, n'a toujours pas obtenu l'alternance. Comment l'expliquez-vous, M. Dupuis, à l'ANC? Alors, d'abord, quoi qu'on dise, les membres de l'ANC étaient aussi, depuis 90 jusqu'à ce jour, vous-même y compris. D'abord, l'opposition togolaise se bat. Il faut saluer tous ceux qui sont battus, qui se battent encore aujourd'hui, sans grands moyens. Vous ne faites pas de la politique sans moyens. Il faut beaucoup d'argent, il faut beaucoup de moyens pour faire de la politique. Nous faisons de la politique aux mains nues, face à un État, face à des gens qui ont les moyens d'État, l'argent, l'armée, la police, parfois quelques journalistes. Les journalistes s'invitent aussi dans cette affaire? Je dis, non, mais ça veut dire que quand vous voyez comment c'est traité, hein, ils ont, quand je ne parle pas de vous, hein. Non, non, vous parlez des journalistes. Non, mais je ne parle pas de vous, je vais vous donner un exemple. Citez un journaliste ici. Non. Aucun journaliste, aucun homme de l'opposition n'a les moyens de payer un journal international. Je ne veux pas citer de nom. Mais eux, ils achètent des pages entières, voire la moitié du journal. Oui. Sur les réseaux sociaux, ils animent. Parce qu'il suffit de donner de l'argent. Ce que nous n'avons pas. Nous n'avons pas ces moyens-là. La désinformation sur les réseaux sociaux. Oui, mais faire de la politique, c'est que vous devez avoir aussi les moyens financiers colossaux. Mais oui, mais nous n'avons pas. Vous me demandez pourquoi durant 30 ans, vous n'avez jamais obtenu la l'opposition n'a jamais eu cela. L'opposition n'a jamais eu cela.
C'est pour ça qu'il est difficile. On se bat les mains nues. Et je rends hommage à tous ceux qui se sont battus, tous ceux qui ont pris l'initiative de... Attendez, il y a une chose que j'ai du mal à comprendre souvent. Vous pensez que ceux qui se battent sans rien, sans éléments, sans moyens financiers, vous pensez qu'ils sont fous? Si Jean-Pierre Fabre aujourd'hui acceptait de rentrer au gouvernement, il y a longtemps qu'il aurait été Premier ministre. Lui aussi n'a pas envie de vivre, de gagner de l'argent aux frais des populations. Donc, finalement, collaborer avec le gouvernement, c'est aller se faire la santé financière? Non, là, attendez. Oui, non. Oui. Il aurait pu abandonner la politique et puis créer une entreprise, vivre, gagner de l'argent. Autre chose. Mais oui, c'est donc parce que ce sont des gens... de n'avoir jamais obtenu l'alternance se limite seulement au manque de moyens financiers au niveau de la classe politique de l'opposition? C'est très réducteur ce que vous êtes en train de dire. Je n'ai pas dit ça. Je dis ça, c'est la première chose. Oui. La deuxième chose, c'est que ces populations qui se battent vaillamment, parce qu'un politique n'existe que à travers les populations qui le suivent. Les militants. Qui se mobilisent. Ces populations-là, aujourd'hui, sont pour la plupart appauvries, ont des difficultés. Et ici, le diable pas que. Ici, on dit, tout à fait, comme 90% de la population togolaise. Et maintenant, quand nous-mêmes, nous ne disons pas la vérité à cette population-là, quand on dit que telle personne est un Judas, quand on dit que telle personne a reçu de l'argent, on détruit la lutte. On détruit la mobilisation. Qu'on se pose, est-ce que vraiment, au sein de l'opposition, on arrive à vous soudoyer, ou bien vous êtes tous intègres, et pourquoi cette idée-là, tout le temps, celui-ci a été acheté, celui-ci a été... Et ça ne date pas quand même de 2005 ni de 2000. Ça date d'une période avant. Je vais vous dire une chose. Oui. Moi, Éric Dupuis, avant de répondre à cette question, M. Dupuis. Moi, Éric Dupuis, je n'ai jamais été soudoyé. Et je ne le serai jamais. D'accord. Mais tenez quand même le fil de l'analyse. On va marquer la pause pour revenir dans quelques minutes pour la suite de cette idée. Audi Actu. Toute l'information en temps réel sur la 96.3 Victoire FM. Retour en studio avec notre invité, M. Éric Dupuis, qui est le responsable de la communication de l'ANC, conseiller spécial du président national de l'ANC. Et tout à l'heure, je vous posais la question par rapport si c'est seulement les moyens financiers qui vous bloquent à avoir ou à accéder au pouvoir, ou disons à opérer l'alternance dans le pays. Et vous aviez dit non, on ne doit pas quand même se limiter seul aux moyens financiers. Voilà, je disais que c'était un peu réducteur et que en dehors des moyens financiers, il y a aussi la paupérisation de nos populations qui n'ont plus les moyens de vivre, qui ont des difficultés et qui sont un peu, je ne dirais pas fatigués, mais dégoûtés de certains actes posés par l'opposition elle-même. J'entendais un chef de parti politique de l'opposition dire la dernière fois « nous sommes tous fautifs ». À quelque part, peut-être oui, mais il faut que les partis politiques se mettent au travail. Je parle de l'opposition, se mettent au travail, un travail de mobilisation. Je vous disais tout à l'heure en amont qu'un parti politique, un homme politique n'existe qu'à travers ses militants et sympathisants. Si vous n'avez pas de sympathisants, si vous n'avez pas de militants, vous existez sur papier en tant que responsable politique, mais vous n'existez pas réellement. Donc le travail fondamental d'un parti politique, c'est d'occuper le terrain. C'est ce que l'ANC est en train de faire depuis son Conseil national du 10 octobre dernier. C'est d'envoyer des missions dans les fédérations, dans les sections, dans les sous-sections, remobiliser l'activité. Et votre président national l'avait laissé entendre, il faut maintenir le cap des choix lucides et ne pas céder au découragement lors de son message de vœux à la nation. C'est très important. Il faut que nos choix soient lucides et clairs, et que ces choix-là, nous les exposions. Oui, mais là, c'est un peu explosif ou bien sélectif. Ça veut dire que vous ne pourriez jamais collaborer avec d'autres? Non. Un choix lucide, ça veut dire que notre ligne politique doit être quelque chose de bien clair, lucide. À prendre ou à laisser? Non. Pas les autres. Là, il parlait vis-à-vis de nos populations. Bien. Il faut que l'option qu'aurait faite l'ANC soit une option claire, lucide, et que ça fédère nos populations autour
de ces choix de l'ANC. Maintenant, pour aller dans ce que vous disiez tout à l'heure, vous savez, dans la vie, on n'est pas obligé d'être tous amis. Vous et moi, on peut être amis. Je peux être ami avec quelqu'un d'autre avec lequel vous ne serez pas ami. Il faut qu'on l'accepte. Et nous pensons que pour l'instant, il faut qu'on soit très vigilant dans les relations que nous allons tisser avec d'autres partis politiques. Et là, je vous dis que le président national, depuis plusieurs mois déjà, discute avec d'autres partis politiques et en relation avec d'autres partis politiques. Et qu'en est-il avec le RPT uni, par exemple? Non, disons le parti uni, par exemple. Mais ce n'est pas le président national vous a mandaté la dernière fois d'entreprendre des discussions avec le gouvernement. Tout à fait, les discussions sont en cours. Vous savez que le ministre de l'administration territoriale avait adressé un courrier à certains partis politiques les invitant à une discussion en vue de l'élection régionale. De l'élection régionale. Nous avons envoyé notre délégation et je crois que les discussions continuent. Et nous, en aparté avec l'ANC? Non. Plusieurs partis. Et je pense qu'il y aura une réunion plus importante réunissant plusieurs partis politiques. Nous, notre souhait, c'est qu'il faut que ces discussions aboutissent à des réformes du cadre électoral. Nous l'avons déjà dit, mais et nous disons également que ce n'est pas seulement le cadre électoral qui importe, mais nous devons pouvoir discuter de tous les problèmes qui minent notre pays. Parce que il n'y a pas que le problème du cadre électoral. Il y a les problèmes sociaux, il y a les problèmes économiques, il y a les problèmes d'apaisement, il y a les problèmes... tout ce que nous pouvons régler pour que enfin on puisse commencer à avoir un démarrage de ce que le chef de l'État appelait la cohésion nationale, nous nous engageons à le faire si ils veulent vraiment que nous puissions parler de tout. Oui, mais si cette discussion démarre, elles sont déjà en cours, mais si ça n'aboutit pas quand même aux réformes du cadre électoral et que les régionales se pointent, êtes-vous prêt à y aller au moins? Vous savez, la plus belle fille du monde ne peut donner que ce qu'elle a. Nous allons œuvrer pour obtenir ce que la population togolaise attend depuis des années, c'est-à-dire un cadre électoral digne de ce nom, un cadre électoral qui puisse donner des vrais résultats, qui puisse apporter le choix, reconnaître le choix des électeurs. Oui, nous allons y travailler. Même si le cadre n'est pas amélioré tel que vous le souhaitez? Mais si le cadre n'est pas amélioré, wait and see, nous allons voir. Vous savez, en politique... Mais entre-temps, vous avez dit, vous ne boycotterez plus jamais d'élections au Togo. Non, on n'a pas dit que on a dit que le Conseil national de l'ANC a demandé qu'on veille à cela. Mais, bon, c'est un conseil que le Conseil national a demandé. Maintenant, chaque parti politique a le droit de voir la nécessité ou l'opportunité de prendre part à telle ou telle élection. Parce que c'est vrai qu'en démocratie, l'élection est la base de tout débat politique. Bon, maintenant, si un parti politique estime que pour telle ou telle raison, cette élection-là peut conduire à quelque chose de gravissime pour le pays, il a son libre choix d'y prendre part ou pas. Ah oui, apparemment, ce sont là les sénatoriales, mais l'ANC, en pris part d'abord municipal, ne peut pas, en tout cas, boycotter les sénatoriales, étant donné qu'on doit installer le Sénat. Ce n'est pas encore le sénatorial. Il faut déjà passer par les régionales d'abord. Oui, et là, on va constituer quand même les gens qui doivent être au niveau du Sénat. Je ne veux pas aller plus vite que la chanson. Ah d'accord, mais le gouvernement vous a rencontré, vous l'avez dit tout à l'heure, les partis politiques il y a quelques semaines, et c'était par rapport au régional. Comment votre parti compte aborder cette joute électorale? Nous l'avons dit quand on s'est rencontrés, les 21, je crois qu'il y avait 21 partis, nous nous sommes exprimés par la voix de M. Patrick Lawson. Et 17 avait répondu président Cameroun. Nous sommes exprimés par la voix de M. Patrick Lawson, premier vice-président de l'ANC, et nous avons été clairs que
nous voulons les réformes en profondeur du cadre électoral, les réformes des institutions, notamment celles qui interviennent dans les consultations électorales, et nous avons demandé également d'aborder les mesures d'apaisement. Ce que nous appelons les mesures d'apaisement, c'est toutes les mesures qui puissent permettre à la paix, qui puissent permettre à la cohésion nationale. C'est-à-dire qu'il faut pouvoir parler de tout. Il faut pouvoir parler de tout, tous les problèmes qui minent notre pays. Nous allons parler de la sécurité. Vous savez, pendant les élections, quand vous circulez à l'intérieur du pays, vous voyez des chefs des CB faire le chef de brigade faire du travail pour le parti au pouvoir. Vous voyez les chefs de service de l'administration qui retournent chez eux avec les moyens de leur service, avec les véhicules, ainsi de suite, et qui occupent le terrain au nom du parti. Et tout ça là, il faut régler cela. Il faut régler le problème de la sécurité, il faut régler le problème de l'armée. Tout à l'heure, vous parliez du chef d'état-major, le général Manganawe, qui a demandé le retrait des militaires. Détachés aux autorités. Mais c'est une très bonne chose, parce que quand on voit des militaires que vous et moi, nous payons pour défendre le pays, l'intégrité du territoire national, faire le gardien devant telle ou telle personne, des 2, 3, 4, 5. Moi, ça me choque, parce que ça dévalorise le travail de nos militaires. Donc, une décision salutaire, on dirait? Une décision que moi, personnellement, je salue. D'accord. Parce que, dorénavant, il faudrait que le général Manganawe aille plus loin. Il va falloir une démarcation claire au Togo entre l'armée, la gendarmerie et la police. Aujourd'hui, c'est une espèce d'amalgame entre ces trois corps. On ne sait plus qui fait quoi. Quand la police est là, on met des militaires à côté. Parfois, vous voyez des militaires qui font même la circulation qui règlent la circulation. Ce n'est pas leur rôle. Les militaires qui viennent pour encadrer une manifestation, ce n'est pas leur rôle. Il faut que chaque corps de la sécurité reste dans son rôle. Alors, 22 21 80 99 92 02 80 63, nous avons M. Sogbalé qui est en ligne avec nous. Bonjour. Bonjour, Joachim. Oui, alors vous avez une question, M. Sogbalé. Oui, je salue M. Dupuis. Bonjour, M. Sogbalé. Oui. M. Dupuis disait tout à l'heure qu'il n'y a pas eu d'élection. Mais dans ce développement, il a dit qu'ils ont eu à dégager deux tendances. S'il n'y a pas eu d'élection, il ne faut pas avoir des tendances. Chaque chose, bien chaque mot a sa signification. Donc moi, je dis qu'il y a eu bel et bien d'élection. Seulement, c'est le mensonge qui a contourné, qui a entouré la proclamation qui est le problème. Alors, je vais demander à M. Dupuis, dites la vérité. Les deux tendances que vous avez dégagées là, les Togolais ont élu un des candidats, ou bien, qui est en avance, qui est le candidat qui est en avance parmi les deux tendances là, franchement, véritablement, dites-le nous, et les Togolais sauront quoi dire, car il y a eu d'élections, et vous aussi, vous avez reconnu qu'il y a eu des tendances. Voilà. D'accord. Bien noté, M. Sogbalé, qui veut qu'on retourne encore dans le passé. Nous allons accueillir notre intervenant sur le 92 02 80 63. Allô? Bonjour. Bonjour, M. Garo. Oui, bonjour, M. Dupuis. Bonjour, M. Garo. Bon, le problème, c'est que dans le futur, s'il a un autre regroupement et il a un parti qui n'a pas été loyal avec vous, il veut encore intégrer ce groupe, est-ce que vous allez l'accepter? Comme Gbagbo, Zoro, tout ça se sont regroupés comme la Côte d'Ivoire. Merci, bonne journée. D'accord, bien noté. Et nous allons prendre le dernier intervenant pour permettre à notre invité de pouvoir répondre à leurs préoccupations. Allô? Allô? Ah, on nous signale quand même que ces deux auditeurs que nous pouvons avoir ce matin. D'abord, on commence par M. Gallo, qui dit si quelqu'un qui n'avait pas fait allégeance ou bien qui n'était pas de votre côté ou bien qui n'est pas forcément dans votre ligne, et voilà un nouveau regroupement né, et que vous êtes parti membre, et ce dernier aussi venait à être membre. Qu'en serait-il?
Il a cité l'exemple de la Côte d'Ivoire où Guillaume Soro et tout ça, là, les Gbagbo sont encore aujourd'hui ensemble. Bonjour, Monsieur Gado. Il faut comparer ce qui est comparable. La Côte d'Ivoire n'est pas le Togo. Vous devez connaître l'histoire de la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire est sortie d'une guerre. Gbagbo est sorti de longues années de prison. Donc c'est un cas particulier. Et quand vous citez Gbagbo, il a été chef d'État. Quand vous citez Guillaume Soro, il a été Premier ministre, président de l'Assemblée nationale, ministre de la Défense. Donc c'est un autre cadre. C'est totalement un autre cadre. Ce sont des gens qui se sont combattus. Mais quand on jette un regard sur le passé de ces messieurs, les affrontements terribles, même sanglants, bien sûr. Et qui se retrouvent encore aujourd'hui ensemble. Mais Guillaume Soro n'a pas fait la prison. Ça n'en sait rien. Il n'a pas été pourchassé. Vous savez, les choses sont difficiles, très difficiles. Vouloir transposer ce qui se passe dans un pays voisin et au Togo, c'est un peu hasardeux. Alors, ça m'amène à vous poser directement. Attendez, je termine avec ce que M. Gado nous demande. Nous disons que des regroupements à l'avenir, nous allons les éviter. Cela ne veut pas dire que nous n'allons pas travailler avec les autres partis. Oui, mais pensez-vous que seul vous pouvez avoir ou conquérir le pouvoir? Je ne sais pas de quoi on parle. Je dis les regroupements, nous allons les éviter dans la mesure du possible. Mais ça ne veut pas dire que nous n'allons pas travailler avec d'autres partis politiques. D'accord. Nous allons travailler avec d'autres partis politiques et je disais tout à l'heure que d'ailleurs le président national est en relation avec d'autres partis politiques depuis plusieurs mois. Vous l'avez dit. Y compris le MPDD. De M. Agbemé Kodo. Je n'ai pas cité de parti. Ah d'accord. Oui, mais moi j'ai posé la question juste pour curiosité. Alors, je vais peut-être être plus précis et ça va vous satisfaire. Je rencontre déjà des chefs de parti. Alors, comme le chef de parti du MPDD n'est pas au Togo, la réponse est déjà claire. Alors, donc, M. Sogbalé vous a posé aussi une question sur les tendances. Monsieur Sogbalé donne des affirmations. J'ai dit que l'élection présidentielle a été tellement fraudée qu'on ne peut pas parler d'élection. D'accord. Alors, M. Dupuis, aujourd'hui, il semble qu'il y a des remous au sein de l'Alliance nationale pour le changement, pour des raisons entre la jeunesse et les personnes âgées qui sont à la tête ou au sommet du parti. Qu'en est-il? Aujourd'hui? Oui, au sein de l'ANC. Aujourd'hui, non. Il y a eu peut-être à la veille du Conseil national quelques remous, mais que moi je ne comprends pas tellement, parce que quand on parle des personnes âgées et de la jeunesse, je ne sais pas de quoi on parle. D'accord. Attendez, de quoi on parle? Parce que nous sommes tous à l'ANC de manière amicale. Chacun est venu par ses propres moyens pour ses idées et défendre ses idées. Quand vous prenez le comité politique de l'ANC, à 80%, c'est la jeunesse. Et on vous taxe, vous personnellement, ou nommément, M. Dupuis, d'être le noyau dur du parti et qui fait ombrage à l'émergence des jeunes talentueux du parti. Ah bon? Alors, je suis très amusé. Je suis très amusé parce que je suis responsable de la communication depuis 2008, à l'époque de l'UFC. C'est moi, de mon propre chef, qui me suis entouré de 10 personnes, des jeunes, de la communication que vous connaissez. Et je suis le seul à l'ANC qui régulièrement réunit les jeunes pour travailler ensemble. D'accord. Donc pas d'animosité entre vous. Et je viens d'élargir ce regroupement avec 10 autres jeunes, encore plus jeunes. Et s'il y a quelqu'un à l'ANC qui œuvre pour cela et qui parle de l'alternance dans le parti et qui a le souci de promouvoir des jeunes, je pense qu'on doit citer Éric Dupuis
en tête. Donc, monsieur J'ai Dupuis, toujours- Eric, candidat de l'ANC en 2025. Pourquoi faire? Monsieur Dupuis, votre mot de fin. Je vous souhaite à vous, auditeurs, une très bonne année encore, une bonne santé, et rejoignez l'opposition, soutenez l'opposition pour que, ensemble, nous puissions réaliser l'alternance politique. Merci, monsieur Dupuis, d'être passé chez nous ce matin. C'est moi qui vous remercie. Et voilà, madame, monsieur, c'est fini. Merci à vous de nous avoir écoutés, reçus chez vous durant cette semaine de travail à toutes et à tous.